Shadia, Bonjour Ewan. comment vas-tu? Bien. Qu'est-ce que le jeu, Shadia? C'est quoi le jeu? Importante information, à mon sens, le jeu ne peut apparaître que s'il y a un joueur, puisque c'est lui qui l'initie, c'est lui qui donne le go. Donc, euh, quand un individu accepte ou propose d'entrer dans un espace qui serait physique, intellectuel, et qu'il va délimiter par des règles énoncées, convenues, euh, pour but de juste atteindre du plaisir ou de jouir de ce qu'il convoite, on entre dans le jeu. Tu vas me dire, c'est un peu une lapalissade, c'est comme si tu me disais, il ne peut pas y avoir d'amour s'il n'y a pas deux personnes ou plusieurs personnes. Euh, c'est parfois dans les évidences qu'apparaissent les meilleures définitions. Donc, le jeu, c'est le moment où un individu, quel que soit son âge, accepte de s'adonner euh, à une activité, à une réflexion, seul ou en groupe, euh, délimitée, hein, comme je le disais, par des règles acceptées. Il vaut mieux qu'elles soient acceptées d'ailleurs, parce que le jeu devient outre. Euh, et donc là, apparaît le jeu. Hmm, bonne définition. Euh, pour moi, le jeu est la matrice de la civilisation. Tout commence par le jeu. On sort du chaos par le jeu pour entrer dans la civilisation. Euh, Ce n'est pas uniquement une interaction conviviale ou une interaction guerrière, violente. Le jeu établit la civilisation, bonne et mauvaise, la civilisation telle qu'elle est dans son ensemble, quoi. C'est le contraire du chaos. Le jeu, pour moi, hein, ça ne tient qu'à moi, est l'établissement d'un système dans l'optique d'obtenir une distinction, une récompense. Pour avoir gravi les différents échelons du système, comme dans un jeu vidéo, et ses différents paliers, tu vois. Sans rétribution, sans distinction, ce système n'a pas de sens. Il faut aller en quête de quelque chose. Un bon point, un salaire, un titre, une femme, un homme, un pays, du pétrole, une distinction, une rétribution au bout du compte. Soit le système qui est comment dire, le noyau dur du jeu, comme une pêche, euh, l'ensemble de règles, de lois, de principes qui régissent le jeu, soit le système a été élaboré par d'autres que toi, et c'est bien souvent le cas, et ce système te pèse, soit alors, tout en étant élaboré par d'autres que toi, tu parviens à manœuvrer ce système, tu vois, voilà, soit tu le manœuvres, soit tu le dynamites et tu en crées un autre. Et là, ça demande évidemment beaucoup de ressources. Ouais, je te rejoins parce que l'acceptation générale et générique du jeu est une dimension de plaisir ou ludique. Mhm. Raison pour laquelle, quand elle n'est plus perçue de cette manière, les gens sont soit effrayés, soit dérangés par le jeu. De la même manière, euh, dans la construction d'un individu, dans l'enfance, euh, l'enfant qui ne jouera pas va inquiéter, l'enfant qui ne fait que jouer va également inquiéter, Mhm. l'enfant qui ne sait pas jouer ou qui joue dangereusement ne va pas inquiéter. Ce qui veut dire que le jeu est effectivement constitutif de cette société dont tu parles, et la manière dont tu vas te l'approprier va te définir en tant qu'individu dans cette société. Oui. Même si, encore une fois, et j'en suis le premier exemple, quand tu ne te définis pas les choses dans le terme du jeu, le jeu peut avoir euh, un sens qui n'est pas aussi fondamental qu'il l'est, comme tu l'as si bien défini. D'ailleurs, en termes de vocabulaire, le jeu est partout.
Le jeu est partout. Moi, je ne joue pas. Ne joue pas avec moi. C'est un jeu dangereux. Tu n'as pas respecté les règles du jeu. Euh, le jeu est social. Le jeu est civilisationnel. Le jeu est constructif. Euh, donc, je te rejoins. Je te rejoins dans ta définition. Ouais, j'ai une amie pour qui le jeu n'est que deux choses. On en a longuement débattu, elle et moi. Sa vision de ce qu'est le jeu tient en deux éléments. Mhm, On va dire élément A, préparation à la vie réelle pour nos enfants, apprentissage, quoi. Élément B, séance récréative et conviviale du samedi soir. Alors, selon moi, le jeu n'est pas l'apanage des enfants, mais les enfants ont compris que tout est jeu. L'adulte fait un distinguo entre travail et jeu. Si l'adulte décide de voir son existence comme un jeu, sa vision du monde change. L'enfant joue au jeu civilisateur à son échelle. Prenons par exemple la poupée ou les autotamponneuses, tu sais. L'enfant reproduit l'actualité de ses parents, comme ses parents eux-mêmes ont reproduit l'actualité de leurs parents, tu vois. Euh, et ainsi va l'expérience humaine, quoi. Tout est une question d'échelle. Un gamin va pas conduire une Tesla, mais il va faire du karting. C'est le même système. mhm. Ma pote me disait, la conduite, c'est pas un jeu. Je lui disais, mais si c'en est un, tu as l'établissement d'un système, ensemble de règles, bim, coup de canif dans le contrat, tu déroges aux règles, tu perds des points sur ton permis, un point 90 balles, je crois. Et quelle est la rétribution à la clé? Obtenir le permis pour commencer, être libre de circuler où tu veux pour finir. Il y a acte de civilisation. Et éventuellement, euh, il est beaucoup moins cher ta traite mensuelle d'assurance auto. Euh, le jeu, je l'ai dit et je vais essayer de ne pas me redire de nouveau, mais le jeu, tu l'as également énoncé, n'est pas du tout perçu de la même manière quand tu joues en tant qu'enfant et quand tu t'appropries le jeu quand tu es un adulte. Il y a effectivement, alors on va parler très, très rapidement pour l'enfant de l'appropriation psychomotrice, hein, j'achète des cubes à mon enfant de 10 mois, 15 mois, je ne sais plus à quel âge je leur ai acheté ça. Et voilà, pour qu'ils apprennent à entrer le carré dans le carré, le rond dans le rond. Tout s'est bien passé, j'étais très contente. De la même manière, leur apprendre à jouer au parc avec d'autres enfants, faire en sorte qu'ils se socialisent. Donc oui, c'est un apprentissage civilisationnel, mais qui se transforme aussi très rapidement en un jeu de pouvoir, Mhm. même dans le bac à sable. C'est-à-dire que et c'était assez extraordinaire dans le roman Sa Majesté des Mouches. Je ne sais pas si tu connais ce roman. Dans Sa Majesté des Mouches, un groupe d'enfants se retrouve sur une île déserte. Et très rapidement, il y a les meneurs, les menés, Mhm. les dominants, les dominés. Euh, une guerre de la violence. Donc, au travers d'un jeu qui paraît uniquement ludique et un jeu d'enfant, d'ailleurs, dans l'expression c'est un jeu d'enfant, c'est censé être la facilité. Or, pas du tout, parce que même les enfants comprennent très vite au foot, dans le bac à sable, à cache-cache, à la marelle, à l'élastique, à la corde à sauter, qu'il faut gagner, Mhm. qu'il faut s'imposer, qu'il faut convoiter soit une place, euh, soit un statut. Et tout ceci ne fait que se développer au fil Ouais. de l'âge. On affûte nos armes, on affûte notre jeu, on comprend quels sont les domaines de nos vies où on est d'excellents joueurs ou d'autres où on est carrément des cancres. Donc le jeu, c'est l'apprentissage de la vie, c'est l'apprentissage de la civilisation, pour peu que nous souhaitions jouer. Oui, c'est ça. Ma pote disait que le jeu était foncièrement récréatif et convivial. Pas pour moi. Prenons le sport. Ça tombe bien, nous sommes en période Hum, Jeux Olympiques. L'une des facettes les plus vibrantes de ce qu'on appelle le jeu.
Le sport, c'est quoi? Le sport, c'est une lutte d'abord entre soi et soi. C'est un conflit ritualisé. Je ne te parle pas de distraction, hein. La distraction n'est pas le Oui, jeu. On reviendra sur cette différence tout à l'heure. Le sport engendre la passion, qui n'a rien de convivial ou de récréatif. Nous sommes à cran quand on participe à une compétition sportive ou qu'on assiste à une compétition sportive. Et je ne te parle même pas des supporters prêts à s'insulter, à se battre pour défendre les couleurs de leur formation, de leur équipe, de leur pays. C'est une affaire très sérieuse, le sport. Ça n'a rien de récréatif. Et ça n'est pas nécessairement équitable. Le jeu n'étant pas nécessairement équitable, il ne peut pas être foncièrement convivial. j'ai eu cette réflexion sur le jeu, enfin, en tout cas sur le jeu sportif et sur tu sais, j'ai été souvent très critique, par exemple, face à certaines pubs de boissons gazeuses américaines Mhm, qui faisaient des trucs bien sirupeux, justement, bien aguicheurs, avant toutes les grandes compétitions, donc surtout footballistiques, hein, les Coupes du Monde, les Coupes d'Europe. Et là, je ne les ai pas trop vues sur les Jeux Olympiques, ou alors j'ai pas assez. J'ai pas regardé. Mais c'est ça, en fait. C'est une espèce de liesse comme ça, de l'amour des gens de tout pays qui s'embrassent, qui s'enlacent, qui sont heureux, des larmes dans les yeux, une musique comme ça qui t'emporte, avec laquelle tu t'envoles. Mais tu sais pertinemment que c'est faux. On sait très bien. C'est totalement faux. Le sport, c'est la guerre. C'est la guerre sans le sang. C'est la mhm. guerre sans une appropriation de territoire. C'est une guerre sans prisonniers. Mais c'est une guerre des États. Et on sait pertinemment qu'en coulisses, ah, si on se souvient un petit peu de nos cours d'histoire, tout le bloc communiste, par exemple, qui, au moment de la guerre froide et bien après, avait été sur le champ géopolitique complètement presque paralysé, ces pays-là avaient justement mis en exergue euh, la- les victoires de leurs sportifs. Oui, Nadia Comaneci, pour ne citer qu'elle, tu vois, les athlètes russes, les athlètes chinois, c'est nous ne pourrons plus faire la guerre ou la guerre ne se fait plus de cette manière. En tout cas, c'est l'une des manières qu'on ne pourra plus. Enfin, tu vois, la guerre avec les territoires et les armées physiques qui se fondent, se confondent et se détruisent, passons par les athlètes. oui, Donc, le sport, c'est la guerre. Le sport, c'est politique. Le sport, c'est géopolitique. Et je n'ai pas beaucoup suivi les Jeux Olympiques. J'ai suivi, en revanche, parce que c'est ce qui m'intéresse finalement, la géopolitique dans le sport. Aujourd'hui, on voit des pays, des athlètes, par exemple, dont on a euh, presque raillé leur prétention de victoire, dont mhm, on a complètement étouffé par le plus grand des mépris euh, leur conviction qu'ils pouvaient faire quelque chose. Deux d'entre elles sont des femmes. Deux d'entre elles sont aujourd'hui médaillées olympiques. Je trouve ça magnifique. Mais en même temps, moi, ça me fait pas rêver. Et les hooligans, mhm. parlons de tout ce qui se passe à la lisière des stades de foot. Oui, Euh, oui, oui, Parlons de ce qui se passe pour certains sportifs qui vont avoir euh, l'envie furieuse, soudaine, de porter un message politique contre leur État ou contre d'autres États et qui, au retour des compétitions, vont se faire emprisonner, vont être interdits de jouer. Donc non, le, le jeu ne peut pas... Enfin, il commence par être ludique, il commence par la convoitise, comme je disais, d'un titre, d'une position, d'une médaille. Mais on sait tous, en tout cas pour ceux qui veulent s'y attacher un petit peu, qu'il ne s'agit de rien de ludique. oui, Euh, oui, oui, non, c'est bien plus j'entends, violent que ça. j'aime l'expression, c'est la guerre sans le sang que tu as employé. Les cinéastes l'ont bien compris, je pense à Squid Game, Saw, Alice in Borderland, tu vois, dans la vie dite réelle, quand un pays entre en guerre, quand un prédateur s'en prend à quelqu'un, nous restons dans la logique du jeu. Mais ce jeu-là t'est imposé si tu en es la victime. Prenons un système oppressif. L'Afrique du Sud du temps des Afrikaners, l'Allemagne nazie.
Les mecs qui ont formaté cette parenthèse de civilisation ont établi un système. Ce système dit une chose très claire. Il y a des gens qui vont être rétribués, qui vont être distingués, et des gens qui ne le seront jamais, malgré leurs efforts, parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau, parce qu'ils n'ont pas le bon sexe entre les jambes, etc. Voici les règles du jeu, mes amis. Les laissés pour compte vont dire, mais attendez, les règles, elles sont truquées. On ne peut pas jouer à ce jeu-là. Il n'est pas équitable. Mais qui a dit qu'un jeu devait être équitable? Ça, c'est ce que répondent les oppresseurs. Qui a dit qu'un jeu devait être équitable? Alors les opprimés ont deux possibilités, tu vois. Soit ils torpillent le jeu, ils jouent à un autre jeu qu'à ce jeu-là, soit ils se conforment aux règles de ce jeu. Un jeu grandeur nature. Et je vais peut-être aller loin dans, dans mon propos, mais c'est vraiment pour illustrer ton idée de changer les règles du jeu. Ceux qui n'ont pas la possibilité de jouer aux règles des oppresseurs Mhm. ou aux règles de l'adversaire vont changer la règle du jeu. Au point où les règles deviennent inhumaines, inacceptables. Je pense je pense aux kamikazes japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est quelque chose qui m'avait tellement marqué, tu vois, de choisir, peu importe finalement qui gagne ou qui perd, causons le plus de dégâts au détriment de nos propres vies, au détriment de choisir d'aller euh, s'exploser sur un avion ennemi. Alors, je dis pas que les Japonais étaient oppressés, que les Américains étaient oppresseurs. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas historienne, je ne fais pas d'analyse historique. Je voulais juste te dire que ce moment où tu changes les règles du jeu, même si elles sont totalement chaotiques, hein, euh, dit aussi beaucoup des civilisations. Parce qu'on est d'accord que la civilisation n'est pas homogène. La Mhm. civilisation actuelle de 2024 n'est pas homogène. Et chacun joue comme il peut jouer, finalement. Oui, oui, ce que tu disais là au sujet du changement de règles est vachement intéressant. Ça me fait penser à une scène de film, tu sais, La Fureur du Dragon avec Bruce Lee. À la fin du film, Bruce Lee se retrouve aux prises avec Chuck Norris, un combat épique, s'il te plaît. Chuck Norris a le dessus sur Bruce Lee au départ. C'est un combat structuré. La règle du jeu veut que nous employions nos compétences en arts martiaux. Ok, très bien. Chuck Norris a le dessus au départ, tout du moins. Et puis, Bruce Lee va changer les règles. Il va apporter la boxe. Le mec se met à sautiller comme un boxeur, comme le ferait Mohamed Ali, Mike Tyson. Chuck Norris, complètement désarçonné, se prend des coups dans la tête, bam, bam. Il comprend pas ce qui lui arrive, tu vois. Comment ça, tu fais de la boxe, frère? On est des combattants en arts martiaux. Bam! Bruce Lee renverse la vapeur parce qu'il a renversé les règles. Il a intégré une autre manière de combattre, la boxe. Bruce Lee était connu pour changer les règles du jeu. C'est aussi pour ça qu'on a retenu son nom. On n'est pas dans une préparation au combat, à l'existence, comme le pense ma pote, tu vois. On est dans le combat. Le combat est le jeu. La civilisation est le jeu. D'ailleurs, ils se battent dans les ruines de Rome. Le film est situé à Rome. Ils se battent, tu vois, dans les ruines d'un Coliséum ou quelque chose du genre, ce qui est hautement symbolique. La Chine l'emporte sur l'Occident, chez elle, sur ses propres ruines, sur les ruines de sa civilisation, tu vois. La Chine change le jeu. Game changer. Tu vois, on n'est pas dans une préparation, on est dans la vie. L'économie chinoise n'est pas une préparation. Euh, la vie courante est est un jeu de société grandeur nature, quoi. Nos petits jeux de société du samedi soir sont des miniatures d'un jeu beaucoup plus grand qui s'appelle Civilisation, c'est ce que je pense. Le tarot, c'est la vie en miniature. Les échecs, c'est la vie en miniature. Les jeux de billes dans la cour de récré, c'est la vie en miniature. Récompense, un bon point, une image, un permis de conduire, une relation amoureuse, le travail de tes rêves, la domination mondiale. C'est hallucinant. Là où je vais rejoindre ton ami, je pense, c'est par rapport à l'apprentissage de la vie à l'échelle des enfants. Mhm. En tant que parent, on apprend
Alors, moi, je connais des parents qui n'apprennent qu'à gagner, hein. Tu dois être un champion, mon fils. Tu dois gagner. Tu dois tous leur mettre une rouste. Il faut être un peu plus nuancé. Il faut aussi leur apprendre à perdre. Je pense que le jeu fait aussi partie de cet apprentissage-là. Tu vois. Ça, c'est valable dans toute éducation que tu prodigues à un enfant, hein. Tu dois le préparer autant à obtenir tout ce qu'il veut, pour peu qu'il y mette du sien, pour peu qu'il soit euh, dans le bon environnement. Et encore, même ça, c'est pas gagné. Mais il faut aussi lui apprendre à encaisser la défaite et surtout à renverser la défaite. Tu as Mhm. perdu, ok. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça n'arrive plus? Ou qu'est-ce qu'on fait pour que la défaite soit moins cinglante? Analysons tous les deux ce que tu n'as pas mis en œuvre. As-tu bien observé ton adversaire? Ça me rappelle une discussion que j'ai eue il y a très peu de temps. As-tu usé de ta vision panoramique? As-tu bien observé l'entièreté de l'environnement? À ce niveau, je pense, de l'éducation, de l'apprentissage, le jeu est important. Et j'ai entendu il y a pas longtemps un commentateur sportif qui disait qu'il était totalement pour que le judo, par exemple, soit enseigné à l'école comme n'importe quelle matière du programme, parce que c'était un sport dont les valeurs qu'il développe, qu'il entretient, comme le salut, le respect, l'utilisation du poids de l'adversaire, étaient totalement impératif au développement de l'enfant et sa vie en société. Parce que je Mhm. pense que le jeu, c'est aussi ça, Bien sûr. c'est apprendre à vivre en société. Moi, je me suis interrogée sur quelque chose, c'est que c'est plus, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'il est plus aisé de dire à un enfant qu'il va gagner, que la victoire lui est possible, qu'à un adulte. Tu vois, en tant qu'adulte, on se dit quand même moins. Je dis pas, tu vas pas dire à quelqu'un dont tu sais que c'est un sportif de haut niveau ou qu'il est rompu à tel ou tel jeu, non mais tu vas pas gagner. Je parle de quelqu'un qui décide à un moment donné d'entreprendre quelque chose et qui y cherche le succès. Je pense on y croit moins en fait. On y croit moins et on porte moins ces gens-là. Tu vois, on va pas leur dire aussi simplement, ah, mais oui, vas-y, tu vas y arriver. Enfin, je veux dire, au-delà du discours purement positif et affectif. Est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce qu'on croit vraiment que comme ça, d'un jour à l'autre, on a décidé d'être un champion et qu'on va y arriver? Ça aussi, je pense que ça dit Mhm. beaucoup de notre rapport au jeu. Oui, oui, c'est vrai. C'est c'est un long processus que de croire en la victoire. Euh, Comme tu le dis, surtout pour un adulte. Moi, la question que je me pose, et tu me diras évidemment ce que tu en penses, c'est finalement, qu'est-ce qui n'est pas le jeu? Alors pour moi, la vie est constituée de trois éléments. Le jeu, le chaos et la distraction. On a tendance à croire que le chaos, c'est la guerre, la violence, le désordre. Non, le chaos est l'absence de but, l'absence d'enjeu. C'est pourquoi on craint l'anarchie telle qu'on la voit, parce que ça n'a ni rime ni raison, ça ne va nulle part. La guerre va quelque part. Bien sûr que les moyens que la guerre emploie sont détestables, mais on ne peut pas dire que la guerre n'a pas d'enjeu. Dans le mot enjeu, il y a les trois lettres qui nous intéressent. Le chaos, c'est l'anti-jeu, c'est l'ennui. Quand on ne joue pas, on s'ennuie. Et l'ennui n'a pas de règle. L'ennui ne te propose pas la persévérance, le frisson, la compulsion. L'ennui est une forme de chaos, un chaos bénin dans la plupart des cas, mais un chaos tout de même, tu vois. La distraction, c'est la dissipation. On se dissipe quand on se distrait, on se concentre quand on joue, on fronce les sourcils. Et qui dit participation dit concentration. Concentration pour atteindre quoi? La distinction à la clé, on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Euh, le chaos et la distraction ne sont pas le jeu. Qu'est-ce que tu en dis? Je vais avoir un bémol sur l'ennui. Oui? Alors, l'ennui, effectivement, n'est pas le jeu. Mais l'ennui a une fin.
L'ennui finit, enfin, tu finis de t'ennuyer à t'ennuyer, et à un moment donné, tu vas revenir dans le game, quel qu'il soit. L'anti-jeu, c'est celui que tu t'opposes. Tu peux aussi décider de ne pas jouer. Et ta position devient beaucoup plus dangereuse que l'ennui. L'ennui, effectivement, ça va euh, empêcher l'émulation, ça va empêcher la nourriture, ça va empêcher l'élévation. Mais l'anti-jeu, et tu connais maintenant qu'on a beaucoup discuté, et sur la beauté et sur la passion, ce que je pense de l'immobilisme. Arrêter de jouer, c'est s'arrêter de vivre. Quand tu arrêtes de jouer, tu ruines toute chance, non seulement de gagner, mais ne serait-ce que de faire un pas dans la civilisation, un pas dans ta vie, un pas dans tes relations, un pas dans euh, l'appropriation de tes objectifs. Ça, c'est ce qui ne serait pas pour moi le jeu. C'est décider de ne pas jouer. Par peur, je ne suis pas en train de blâmer l'anti-jeu. J'énonce juste ce que ça peut apporter comme danger. Mais tu peux. Pourquoi les gens ne jouent pas? Pourquoi on arrête de jouer? Pourquoi à un moment donné on a cessé de jouer? Par peur, parce que la défaite précédente était trop cinglante et qu'elle nous a complètement paralysés, parce qu'on a perdu confiance, parce qu'on ne sait plus, si on élargit le jeu à la vie, bah parce qu'on ne sait plus quel est le sens de ce jeu. Mais moi, je pensais, en m'interrogeant sur qu'est-ce qui n'est pas le jeu, je pensais plus à une autre approche. Deux choses. Ce qui n'est pas le jeu, c'est le jeu dont on est victime, donc celui pour lequel on n'a pas accepté de jouer ou pas de jouer ou de ne pas jouer, pardon, selon ces règles-là. Et ce qui n'est pas du jeu, c'est ce qui nous aliène. Euh, donc, je développe très rapidement le jeu dont tu es victime. Euh, la manipulation de l'autre, par exemple. On peut penser aux liaisons dangereuses de Claude Arlos de Laclos. On va prendre un sujet un peu léger, on va pas aller sur des sujets un peu plus complexes. Et puis celui qui nous aliène, ben, parlons du danger du jeu d'argent, par exemple, du jeu vidéo. Tu vois, c'est ce moment où le jeu devient une aliénation, une souffrance, de la violence. On l'a très bien vu suite au gros engouement qu'il y a eu dans Squid Game pardon, et tout ce qui a pu se passer dans certaines cours de récréation. La géopolitique, la stratégie politique aussi. Alors qu'on sait que c'est un jeu, peut-être un jeu qui se fait aux dépens des populations, aux dépens de leur libre arbitre. C'est plutôt à cette approche-là, moi, sur laquelle je m'étais attachée quand je réfléchissais, pardon, à ce qui n'est pas le jeu. Oui, 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 j'entends ce que tu dis. Quel est, quel est le but du jeu dans ce cas-là? Tu vois, le but du jeu n'est pas le plaisir. Le plaisir est une composante de l'expérience au même titre que la compulsion, la souffrance, l'arrogance, la maîtrise, la tricherie, le chauvinisme, tout ce qu'on a vu précédemment. Le jeu est aussi une source de conflit, tu l'as dit, une source de guerre, une source de mort. La perte sera plus ou moins lourde selon l'importance du jeu. Euh, le but de tout ça est le dépassement de soi. On joue pour se dépasser. L'expérience est parfois violente, cruelle, passionnée. On peut y engager sa vie, sa réputation. Un chirurgien de haute volée joue avec la vie de ses patients. Alors, il ne danse pas sur du Rihanna en extrayant la tumeur du cerveau de son patient, c'est pas ce que je dis. Son expertise est vitale. Il doit savoir jouer, euh, c'est-à-dire endosser son système de règles avec pour distinction, pour prix, la survie du malade. Son doigté est vital. Euh, je pense que le fait de considérer son existence comme un jeu nous permet de contrôler un tant soit peu ce qui se passe autour de nous, tu vois. Comme on contrôle son jeu de cartes, quoi, dans la mesure du possible. Parce qu'effectivement, le hasard fait partie de l'expérience. On s'efforce
de contrôler un minimum le système. Les surfeurs, par exemple, défient l'entendement, défient la nature. Tu vois, les mecs se prennent des vagues de 700 mètres de haut, c'est complètement colossal. Tu as vu Gabriel Medina aux Jeux Olympiques. Le jeu de l'être humain en présence de la nature, avec la nature, contre la nature. Il contrôle ce qu'il peut contrôler, sa planche de surf, mais il faut voir la banane qu'ils ont, ces surfeurs, à flirter avec la mort, la banane, tu vois. Parce qu'ils ont l'expertise, comme le chirurgien, une certaine sécurité sur la planche, et puis le facteur chance. Savoir mettre la chance de son côté, c'est pas toujours évident. Meilleur tu es, plus tu as de chances d'échapper à la mort ou de permettre à ton congénère d'échapper à la mort. En principe, évidemment, hein. Un principe nous oriente parce que sans principe, tu ne vas nulle part. J'ai j'ai- j'ai lu, j'ai lu la phrase d'un philosophe contemporain qui disait que le jeu est une invitation à toucher tes limites et une incitation à les dépasser. Tu as parlé des surfeurs. Incitation à les dépasser, même en faisant voler, voler en anglais à toute forme de règle. Je pense par exemple au skieur piste. Mhm, Qu'est-ce qui fait qu'un skieur choisit de faire du hors-piste en étant totalement conscient du danger, en étant totalement conscient du gouffre, c'est le cas de le dire, de l'avalanche. Si ce n'est, je pense que c'est la raison la plus superficielle, de dépasser ses limites, mais c'est surtout de se mettre en danger, de, de, de ressentir ce frisson. Tu vois, c'est la convocation de tous tes sens, le plaisir, la peur, et de les exalter jusque presque à l'orgasme, je dirais. mhm, Tu vois? mhm, Pourquoi on joue? Euh, on joue pour se mettre en danger ou même sans savoir qu'on se met en danger. On joue pour l'exaltation. On joue pour se confronter à un adversaire. On joue aussi, je pense, pour apprendre à se connaître au fil du temps et au fil de la vie. À se réinventer. Encore une fois, c'est quelque chose auquel je suis très attachée, à la réinvention de soi, à ne pas accepter que les choses s'arrêtent, en fait, à revenir, ma phrase consacrée, à la table du jeu. Après, on le fait avec plus ou moins de succès. J'ai parlé tout à l'heure des déboires du jeu. J'ai parlé notamment des addictions au jeu, mais je pensais également à autre chose. Tu sais, le cinéma nous montre souvent, et c'est normal, il est là pour nous raconter des histoires souvent cathartiques. Donc on part souvent de quelqu'un sur lequel personne n'aurait misé et qui finit au firmament. On part de quelqu'un qui a été au firmament à un moment donné, qui se retrouve face contre terre et qui justement redonne une dynamique, se réinvente et repart au firmament. Mais on ne parle jamais euh, de la descente aux enfers. mhm, Et Dieu sait qu'il en a. Il y en a parmi les athlètes. Il y en a pas mal, hein, de Tiger Woods, pour ne citer que lui, mhm, à Lance Armstrong, tu vois, aux gens qui finissent ruinés, aux gens qui finissent totalement dans l'anonymat. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, si leur jeu ne dépendait que de la victoire, est-ce qu'au moment où ils savaient que leur corps, par exemple, tout simplement parce qu'ils vieillissent, euh, au moment où la victoire n'était plus la rétribution du jeu, ils ont complètement perdu les pédales jusqu'à la déchéance? mhm. Oui, parce que l'ultime distinction pour eux était la victoire, contrairement Mm. à Yumeko Jabami, Oui, l'héroïne de Gambling School. À tous les fans d'anime japonais, bonjour. Yumeko Jabami joue pour le plaisir de jouer. C'est une gamine hallucinante d'audace, au jeu de hasard notamment, et elle joue pour le plaisir de jouer, ce qui veut dire qu'elle peut pas véritablement chuter, comme tu l'indiques, tu vois. Elle peut pas chuter. En fait, elle prend son pied,
parce qu'elle joue, quelle que soit la conclusion de l'expérience. Défaite, victoire, peu importe. Et atteindre ce degré de sagesse tordue, je trouve ça génial. Sagesse tordue, c'est pas mal ça. Sagesse tordue, j'aime beaucoup, je vais le noter. Alors, tu sais, pour moi, il y a quand même ce que j'appellerais le jeu des jeux. Le jeu des jeux, le jeu suprême, c'est... Et j'espère que tu vas pas faire la même réponse que moi. Ah, on va voir, on va voir. On parie quoi? Allez, fais ton jeu. Je Lance fais tes mon dés. jeu. Je lance les dés. Lance tes Euh, dés, s'il te plaît. Je pour moi, renchéris derrière. Très bien, parfait. Le jeu des jeux, c'est le framing. Euh, To frame, en anglais, c'est cadrer. Ok. D'après moi, Hmm. le jeu des jeux, c'est le framing, cadrer la réalité à sa guise. C'est ce qu'on fait tout le temps, Shadia, sans même y réfléchir. C'est le principe directeur de l'éducation de nos enfants, on l'a vu. On leur dévoile le monde selon notre perception. C'est ce qu'on appelle valeur ou vertu. Quand on s'engueule, c'est à qui imposera son framing à l'autre. Quand on négocie, c'est à qui imposera son framing à l'autre. Quand on se met en couple, même chose. Selon le framing de l'être aimé, je dois, pour lui plaire, prendre des douches régulièrement, gagner un certain nombre de sous, c'est important, tu vois, être inventif au lit, voter pour tel parti politique. Tu vois, les politiciens ne vivent que du framing. Ces imbéciles du camp adverse ont torpillé le pays pendant 5 ans avec leur programme de merde. Nous ferons mieux. Tu vois? Ayez confiance. La France se relèvera grâce à nous. Framing, framing, framing. On y joue tout le temps. La réalité est une composante du jeu civilisateur. Alors, si je comprends bien, dans ces cas-là, soit nous sommes imposés au framing de l'autre, soit nous imposons le nôtre. C'est bien ce que tu dis? Oui. Je suis parfaitement d'accord. Et je suis. Mon appréciation du jeu des jeux est beaucoup plus simple. Le jeu des jeux, c'est jouer sa vie. Mmh. Je ne dirais pas que chaque matin au réveil, hein, tu remets ta vie sur un tapis vert de casino. Mais le jeu des jeux, c'est celui-là. Alors, il y a peut-être du framing finalement dedans, hein, puisque rien n'est figé et qu'à ce titre, je vais devoir réadapter mon cadre. Accepter celui de l'autre ou faire semblant de l'accepter pour être un peu plus stratégique. Dans un couple, on sait de quoi il s'agit. Soit laisser prendre, soit laisser l'autre prendre le pouvoir, lui faire croire que c'est lui qui l'a pris ou imposer le nôtre. C'est la même chose au travail, c'est la même chose en amitié. Mais je pense sincèrement que le jeu des jeux, c'est celui qu'on joue avec soi-même de la tendre enfance jusqu'à jusqu'à la fin. C'est s'imposer des règles, savoir les réadapter, euh, concevoir le but de son jeu, mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour atteindre son objectif, savoir trouver de nouveaux objectifs, emporter les autres avec soi, si on veut être un leader, par exemple, euh, être un bon communicant dans le couple et dans les autres dimensions de sa vie. Euh, parfois, on dit, enfin moi, il m'est arrivé de dire, hein, là, il faut qu'on me réexplique les règles du jeu, j'y comprends plus rien en fait. Je n'arrive plus à comprendre le sens de tout ça, tu vois. Et il n'y a pas de portée ni trop désinvolte, ni au contraire trop lourde, tu vois, dans mon Mhm, appréhension de ce jeu de la vie en fait. mhm, mhm. Je sais le prendre exactement comme il est et c'est ce qui me porte finalement, ce jeu-là. Et si j'arrêtais de jouer, ben, ça voudrait dire que j'irais très très mal. C'est pour moi le jeu des jeux. Mais je pense que ton idée de framing s'intègre parfaitement
dans cette notion. Qu'est-ce que tu en Mhm. penses? Oui, 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 c'est raccord, comme on dirait au cinéma. C'est complètement raccord. Je t'avoue que je suis obsédé par cette notion du jeu. Elle m'a un peu obsédée aussi ces derniers temps en préparant ce podcast. Après, voilà, vraiment, ce mot d'obsession, il est parfait en fait. Tu l'as bien choisi parce que est-ce que le jeu t'obsède parce que tu es obsédé par la victoire ou est-ce qu'il devient obsessionnel parce que le jeu te paralyse? Il est là l'équilibre à garder tout au long de sa vie en fait. Mhm. Un jour tu seras obsédé, un jour ça deviendra obsessionnel. Le tout est de sautiller de l'un à l'autre sans que ça t'immobilise et sans que ça te perde. Pas que tu perdes, mais sans que ça te perde en cours de route. Mhm. Ouais. Gamers, players, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, hein, et à mettre plein de petits pouces vers le haut, tels des empereurs et des impératrices de Rome que vous êtes. En haut, hein, s'il vous plaît. Ah oui, bah oui, attention, hein. Souvenez-vous de ce que veut dire le pouce en bas. Nous, on n'est Ah, pas des gladiateurs, hein. Nous, on est non, non. des Flavia, animateurs, des amuseurs. Flavia, merci. Merci à Merci toi. une fois de plus d'avoir joué le jeu en ma compagnie. Moi, je te dirais merci pour la beauté, merci pour la passion et merci d'avoir joué avec toi. C'était chouette. C'était bien chouette. Bisous! À bientôt.